Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvel épisode de Gotchar, la balado d'information sur l'automobile. Cette semaine, moi, je vais vous parler d'un véhicule que vous connaissez peut-être déjà, le Mazda CX-50, et je vais surtout vous parler de la volte-face de GM. Moi, de mon côté, je vais vous parler de mon essai du Mini Cooper Countryman Cooper SE All 4 Untamed Edition. Laissez-moi reprendre mon souffle, là. Et comme à mon habitude, je vais vous parler de petites nouvelles loufoques, mais on a aussi des nouvelles un peu plus sérieuses cette semaine. Et mon premier dossier de recherche internationale, on peut dire, vous verrez à la fin de l'épisode. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard, et vous écoutez Gotchar. Ah oui, William, bon, je vais te laisser renommer ta voiture si ça te dérange pas. Euh, je- La Mini Countryman Cooper SE All 4 Untamed Edition. Quand même, hein? Tout ça pour te rappeler que c'est une 2023 parce que techniquement, en 2024, elle n'est pas disponible selon la même version. Tout à fait la version hybride branchable, hein? On en reparlera, mais tout ça pour dire que le nom est plus long que le char, là, donc C'est ça. Moi, de mon côté, je vais vous parler de la Mazda CX-50. Euh, Puis je vais en profiter pour faire un petit détour vers un véhicule qui a été dévoilé cette semaine, qui est la Mazda CX-70. Euh, Vous allez comprendre rapidement le lien, c'est-à-dire que, bon, la CX-50, c'est un véhicule, un VUS compact qu'on a lancé pour l'année 2023, donc il en est à sa deuxième année complète, là. Un véhicule quand même de bonne dimension, fort intéressant, qui est tout près du CX5 hein, en termes de dimension. Euh, la différence, c'est que le CX5 est vraiment un véhicule qu'on a voulu plus urbain, donc un petit peu plus raffiné peut-être dans son comportement, un peu plus doux. Le CX-50, on le présente comme étant l'aventurier, celui que l'on veut amener hors route. Donc, une garde au sol un peu plus élevée, qui a des rails de toit de série, euh, qui a une configuration un petit peu différente. C'est-à-dire que le format est sensiblement le même, mais il est un peu plus bas en termes de carrosserie. L'espace de chargement est un peu plus long. L'idée, c'est que on veut inciter les gens, par exemple, à y glisser les poches de hockey, les vélos, les bâtons de hockey, ces trucs-là. Donc, des choses qui sont un peu plus longues, destinées au plein air. Évidemment, tu auras compris que ce n'est pas un véhicule qui va t'amener en haut de l'Everest. Là. C'est un véhicule qui est surtout pour des routes, par exemple, des routes de chalets un peu plus accidentées, des conditions un peu plus difficiles. Il y a quand même des éléments extrêmement intéressants dans le CX-50. Et le premier élément, en fait, c'est le rouage intégral. Pourquoi? Parce que tu me diras qu'il y en a dans à peu près tous les véhicules Mazda, ce qui n'est pas faux. Mais Mazda a une philosophie un peu différente de l'intégrale, c'est qu'ils ont un système qu'ils appellent intelligent. Tu sais, William, tu as essayé plusieurs véhicules où quand tu fais du hors-route ou quand tu es dans des conditions plus difficiles, tu dois sélectionner le mode de conduite et le terrain sur lequel tu circules. mhm. Donc, tu sais, tu peux le mettre en mode boue, en mode gravier. Bon. Chez Mazda, on dit, nous, notre mission, c'est de vous donner une voiture qui va constamment se conduire comme une Mazda, peu importe les conditions. C'est pas à vous de déterminer comment la voiture doit se comporter, c'est à la voiture de garder sa personnalité. Pour faire ça, donc, ils utilisent tous les capteurs nécessaires. Tu la mets en mode hors route et la voiture va détecter à la fois les pertes d'adhérence, tout ce qui va avec, mais ils vont utiliser tous les capteurs disponibles. Capteurs de vitesse, bien sûr, mais aussi des capteurs du genre euh, thermomètre pour savoir quelle température il fait à l'extérieur. Ah oui. Est-ce que les essuie-glaces sont en fonction? Parce que, clairement, s'il fait moins 14 puis que les essuie-glaces sont en fonction, les chances sont bonnes que ce soit de la neige. Tu sais. Donc, on va adapter le comportement de la voiture à ça. Donc, tout ce qui vient avec, est-ce que les phares sont allumés, à quelle vitesse, quel rayon de braquage on fait. Bref, toutes ces considérations-là sont considérées justement, sont prises en compte quand vient le temps d'adapter le comportement du véhicule, qui, donc, en théorie, se comporte toujours comme un Mazda.
C'est vrai, j'avoue qu'ils ont fait un excellent travail. Non, je ne suis pas allé dans la boîte jusqu'à la moitié des portes, là. J'ai été plus dans des conditions un petit peu glissantes, avec un peu de neige, même si on n'en a pas eu beaucoup. Euh, et le véhicule se comporte super bien, de façon super agréable. Autre élément intéressant, c'est que le véhicule est doté d'un mode remorquage. Il peut remorquer jusqu'à 3500 livres. Sauf que, contrairement, encore une fois, à beaucoup d'autres véhicules, le mode remorquage, tu ne le découvres que quand tu as une remorque attachée derrière le véhicule. À ce moment-là, tu peux tourner le bouton, tu vas voir apparaître le mode remorquage et ça va, je dirais, déterminer le comportement du véhicule, le comportement du CX-50. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Pour le reste, on se retrouve avec un véhicule qui est tout à fait adapté à ce que l'on voudrait faire. Donc, c'est à la fois un petit véhicule urbain ou un petit véhicule d'aventure, mais pas d'aventure extrême. On sait que chez Mazda, on a vraiment misé beaucoup, beaucoup sur une meilleure qualité de finition, des matériaux de meilleure qualité. Dans le cas du CX-50 que moi je conduisais, c'est la version Meridian, qui est la version la plus haut de gamme. Donc, oui, évidemment, des considérations de cette nature-là. Le petit bémol que j'ai toujours chez Mazda, et je partage à ce moment-là ton point de vue, c'est le système d'infodivertissement, qui est clairement pas le plus avancé de toute la famille, qui est un Mais peu lent. c'est un peu la philosophie Mazda qui se veut clé en main. On veut pas trop de personnalisation, mais ça paraît un peu dans le système d'infodivertissement, là. Ouais, puis tu sais, on veut pas distraire trop les gens, donc on a une molette centrale qui nous permet de gérer tout ça. On veut pas avoir justement trop d'interactions. Alors, c'est pas vraiment un écran tactile, sauf dans des conditions particulières. Alors, tu sais, on vise vraiment un monde particulier là où c'est, comme tu l'as dit, le plus facile. Il est un peu lent, par contre, à mon avis. Il s'est amélioré au fil des ans, mais c'est pas encore le plus performant sur le marché. C'est peut-être mon plus gros bémol. Pour le reste, ça va très bien. Pourquoi je voulais faire référence au CX-70? C'est que cette semaine, on a dévoilé en grande pompe le Mazda CX-70. Grande pompe étant un grand mot, parce que objectivement, la présentation s'est faite de façon virtuelle. C'était d'un ennui mortel. On a vu le président de la compagnie qui a parlé. Après ça, on a un designer japonais qui parlait anglais avec un accent à peu près pareil au mien quand je parle chinois. Euh, Bref, c'était vraiment pas très édifiant. Et en plus, on n'a pas donné la moitié des informations pertinentes. Ce que l'on sait déjà, parce que le véhicule devait sortir au mois d'octobre-novembre, c'est qu'il est actuellement assemblé sur la même plateforme que euh, le CX-90. OK, il est même fabriqué dans la même usine, sur la même ligne de montage. C'est pour ça qu'on l'a retardé, parce que le 90 était tellement populaire qu'on manquait de capacité de production. Donc, on sait ça. On sait qu'il va avoir la même motorisation, donc un 3.3 6 cylindres en ligne ou une version hybride branchable comme le CX-90. Ce qu'on ne sait pas, cependant, c'est quelles sont les dimensions du véhicule. On sait que c'est un 2 rangées au lieu de 3, mais est-ce qu'il va garder la même grandeur puis on a juste enlevé la troisième rangée? Est-ce qu'il va être plus lourd ou moins lourd que le 90? Ce qui pourrait avoir une influence sur sa puissance, bien entendu, et sur son autonomie électrique, parce qu'on parlait de 42 km pour le 90, mais peut-être qu'il y en aura plus ou moins dans le 70 selon comment on configure. Peut-être que ça va être totalement identique. On ne le sait pas, on ne l'a pas dit. On n'a pas dit quelles étaient les dimensions du véhicule. Zéro. On a juste dit que l'intérieur serait en cuir Napa dans certains cas, puis qu'il pourrait remorquer 5000 livres. C'est tout. On n'en sait pas plus en termes de finition et de dimension. Et pas de mise à jour pour le système d'infodivertissement non plus, si on peut se fier aux photos, encore une fois, avec la petite molette là, dans le milieu. Ouais, mais au moins dans le CX-90, il est plus efficace et plus rapide que dans le CX-50. C'est moins catastrophique. Euh, Là où moi j'ai un problème, c'est que justement par rapport au CX-50 et au CX-5, actuellement, le prix de base euh, d'un CX-90 est d'à peu près 45 000 $. C'est à peu près 40 000
pour le CX-50. Ça te laisse plus beaucoup d'espace pour mettre un prix différent. Donc, est-ce que ça veut dire que dans le fond, on va le vendre au même prix que le CX-90, puis tu vas avoir le choix d'avoir 5 ou 7 passagers? Si c'est le cas, pourquoi en faire tout un plat? Pourquoi créer un nouveau modèle avec un nouveau nom? On aurait pu juste faire comme on a fait à l'époque chez Santa Fe. On avait le Santa Fe puis le Santa Fe XL, c'est tout, là. T'sais. Alors, honnêtement, je ne comprends pas la stratégie de Mazda à l'égard du CX-70. C'est un véhicule que ça va nous prendre plus d'informations, plus de données sur ses dimensions, sur son prix. Et est-ce que ça veut dire que ça marque la fin du CX5, par exemple? Parce que le CX50, comme je viens de te le dire, est peut-être un peu plus aventurier, peut-être un peu plus rough. Celui qui était plus urbain dans ce cas-là, c'était le CX5. Donc, est-ce que le CX70 pourrait prendre une partie du CX5? Alors, c'est tout ça qu'on ne sait pas. Il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles. On verra donc ce que ça va donner au cours des disons, des prochaines semaines, puisque le véhicule devrait arriver bientôt chez les concessionnaires. Voilà. Alors, C'est assez intéressant quand même. J'ai bien hâte de voir ça moi-même. Surtout que j'aime bien la conduite des Mazda en général, là, hein? Donc il va falloir en faire l'essai pour le savoir de façon définitive. effectivement, CX90, rappelons-le, est aussi en nomination comme véhicule de l'année là, au niveau de la JAC. Donc, c'est la preuve qu'il n'y a pas juste toi qui aime bien la conduite des Mazda, oserais-je te dire. C'est ça. Parlant de véhicules dont j'ai bien aimé la conduite quand j'en ai fait l'essai, je te parle de la Mini Cooper, la Mini Countryman. Je vais le répéter une dernière fois, mais après ça, je vais juste dire la Countryman. Cooper SE All 4 Untamed Edition. En tout cas, ça, qui est la version hybride branchable avec l'édition, comme je le disais, Untamed, qui est une version là avec des garnitures particulières qui, je dois l'avouer, sont quand même réussies. Puis, ça va revenir souvent, sont quand même réussis pour le style de Mini, hein, parce que c'est quand même un véhicule qui est assez particulier. Je connais pas beaucoup d'autres véhicules qui ont ce type de design, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, je pense que d'entrée de jeu, je vais le dire, ça s'adresse à une clientèle assez particulière, assez nichée, hein, et je salue mes beaux-parents, fans finis de Mini. Je pense que c'est ça. Il faut aimer Mini, il faut aimer la conduite, le style, le design intérieur, là, pour vraiment se tourner vers ça. Puis je vais donner un exemple. On parle quand même de 221 chevaux en combiné, donc un moteur électrique là, de 3 cylindres, 1,5 litres d'un côté, un moteur pas électrique, un moteur à essence plutôt, et le moteur électrique de 94 chevaux, donc qui est le moteur de 3 cylindres, 1,5 litres de 134 chevaux. Voilà. Donc, on parle quand même de quelque chose qui va fonctionner relativement bien, surtout qu'il y a un bon couple 284 livres-pieds, donc c'est quand même pas mal de couple. Moi, j'ai trouvé que ça accélérait pas mal bien. La conduite est dynamique, ça, c'est clair. C'est un peu comme conduire un go-kart, là. On va se le dire, là. Autant en termes de taille, quoique le Countryman est quand même un petit peu plus gros que les autres, mais si on parle de VUS de la catégorie, hein, c'est pas super gros. Dans les VUS sous-compacts de cette catégorie, c'est pas le plus gros, donc c'est plus gros que d'autres dans le marché, évidemment, mais écoute, ça reste que c'est pas le plus spacieux. Donc, ça a vraiment le sentiment d'un go-kart. C'est pas très haut, mais ça fonctionne selon moi. Là, c'est le fun à conduire. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Là, je pense que c'est pour ça qu'on se tourne vers ça, d'abord et avant tout, parce que c'est le fun. Et ça me rappelle, évidemment, un peu la conduite des BMW plus sportives en termes de direction, en termes de maniabilité. Et il y a un lien évidemment, familial. ben voilà, hein, surtout que c'est la même plateforme que les BMW X1, X2 aussi, je crois. Là, donc, ça a la même plateforme chez Mini. Donc, oui, évidemment, ça me rappelle là, le sentiment des BMW en termes de maniabilité. Mais, mais, ça boit du super. Oups! Et ça fait 8 litres au 100 en combiné selon le manufacturier. Moi, j'ai fait plus comme 8,2. C'est quand même pas mal pour du super, là.
Ouais, c'est vrai qu'à 20 sous de plus le litre que l'ordinaire, ça fait toujours un petit peu plus mal au cœur, hein? Oui, il faut dire que je l'ai pas rechargé. Ça, c'est de ma faute. J'ai pas pu profiter là du côté hybride rechargeable. Donc il y avait de l'électricité là, quand je l'ai reçu, mais j'ai pas été plus loin. Donc j'ai pas pu profiter là pendant toute ma semaine d'essai du côté hybride rechargeable, il faut dire. Mais on n'a pas tant que ça non plus là d'énergie. On parle d'une batterie on parle de 10 kWh, donc c'est pas énorme là non plus en termes d'énergie. C'est quoi l'autonomie qui est prévue par le manufacturier? Pour... J'ai cherché ça sur la fiche technique que j'ai devant les yeux, mais je te reviens là-dessus dans quelques secondes. Mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est pas une énorme batterie au bout du compte, là. Mais écoute, quand même, on parle de 29 kilomètres. Voilà, 29 kilomètres. Ah, OK, c'est vraiment pas J'avais beaucoup, là. j'avais une trentaine en tête, là. J'ai fait une dizaine, personnellement. Ça devait être à peu près au tiers. Donc, c'est ça. J'ai vraiment pas pu en profiter. Mais écoute, hein, on parle d'un temps de recharge quand même de 7 heures sur les 120 volts, 3 heures sur 240 volts. Donc, écoute, je comprends un peu pourquoi est-ce on n'a pas répété l'expérience pour cette année parce que le côté hybride rechargeable, selon moi, il vaut pas vraiment la peine. Ça reste quelque chose qui va consommer. Écoute, si je le compare avec la version S en termes de consommation, là, on parle de 9,1 litres au 100 combiné selon le manufacturier. On parle de 8 sur la version hybride branchable. Ouais. Donc, C'est... Ouais. c'est pas un gros changement. Évidemment, on a 30 km d'autonomie électrique. Ça non plus, c'est pas énorme. Donc, écoute, c'est ça que je dis. C'est pour la conduite. C'est pour ça qu'on va se tourner vers ça. Et là, à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. Niveau maniabilité, niveau tenue de route, tout ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. Comme je le disais, un peu moins à la pompe, mais ça, il faut s'y faire là, quand on est propriétaire de ça, j'imagine. Ouais, Un mais autre aspect. comme tu dis, c'est beaucoup un compromis que l'on fait par rapport au plaisir de conduite, là. Tu sais, c'est le fun, c'est agréable, c'est dynamique. C'est à ça que ça sert, ce genre de voiture-là, là. Exactement. Puis aussi à l'intérieur, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on a mis l'accent aussi sur l'expérience mini, qui est pas nécessairement une expérience que personnellement je partage nécessairement le plaisir. Entre autres, le système d'infodivertissement. C'est bien beau vouloir faire un rond dans le milieu, là, mais si ça fait que ton écran il est obligé de faire 2 pouces de hauteur, j'exagère là, ça vaut pas la peine de le mettre dans le rond. Je vais juste dire ça comme ça. Quand on va voir là, juste les photos de l'intérieur, on s'aperçoit que l'écran est minuscule. Et j'ai pas parlé du prix là, mais pas la version Untamed, mais la version de base commence quand même à 55 000 Ouais. 2135 de frais de transport et de préparation. Donc, c'est pas donné, là, quand même, pour quelque chose qui a un écran plus petit que même le Kona là, que j'ai essayé, et je dirais même plus petit que le Venue. Là. Donc, parce que je voulais parler avec d'un autre Hyundai récemment, mais tu sais, sinon même dans les Nissan que j'ai essayé, Versa, Sentra, on parle de quelque chose d'assez similaire. Puis quand on va voir la façon que c'est fait, l'ergonomie, j'aime pas vraiment ça. C'est un peu cockpit d'avion. C'est le C'est un but. peu pogné. Ben, je sais que c'est le but. Je sais que c'est le but, mais moi, ça fonctionne pas. Je suis certain qu'il y a des gens chez qui ça fonctionne, mais l'esthétique switch cockpit d'avion avec les boutons qui sont un peu pognés les uns dans les autres à côté de l'écran parce qu'encore une fois, il faut tout faire ça dans un beau rond. J'aurais préféré qu'on me donne l'aspect pratique plutôt que un beau rond qui contient tous les contrôles dans le milieu. Mais encore une fois, je pense pas qu'on va s'acheter une mini pour le système d'infodivertissement. Encore une fois, je pense à mes beaux-parents qui mettent leur CD puis qui sont bien heureux. Donc, on n'est pas, on n'est pas, j'exagère un peu, mais pas tant. Donc, je pense qu'on n'est pas dans ce monde-là. Même chose aussi pour les technologies de sécurité. C'est pas l'ensemble des technologies le plus garni là qu'on peut trouver
sur le marché. Je peux te dire toute la liste, là. Mais tu sais, tout ça pour dire, je trouve qu'il manque, entre autres, la détection des angles morts. Il l'a pas. On a Il n'y a quand pas même, là... ça, mais Non, il y a quand même... il y a pas la petite lumière dans le rétroviseur. Ben écoute, moi personnellement, je l'ai pas noté sur les fiches techniques que j'ai été consulté. Il est écrit qu'il l'a pas. Il y a d'autres choses là. Il y a quand même l'avertissement là de collision. Il y a les freinages d'urgence. Là, il y a quand même une certaine quantité, mais non, c'est pas disponible là, selon ce que je peux lire, du moins sur la fiche technique que j'ai devant les yeux pour la détection des angles morts. Donc je trouve qu'il manque un peu de ça. C'est rare que je dis ça parce que d'habitude, je chiale parce qu'ils prennent le contrôle un peu trop, ils sont trop, reste dans ta voie. Peut-être que le Mini, on aurait voulu en même temps, je sais pas. Peut-être que c'est mon opinion personnelle parce que je suis habitué maintenant aux véhicules qui ont des quand même assez impressionnantes là, gamme de technologie, de justement maintien de voie, détection des angles morts, ça se conduit quasiment tout seul là, ou sinon littéralement tout seul pour certaines BMW qu'on a essayé. Donc c'est sûr que là on n'est pas dans ce monde-là du tout, mais je pense que c'est un peu le but encore une fois de laisser le pilote libre. Untamed, hein, comme on le dirait. Donc, on n'a pas envie de restreindre le pilote. Donc, je pense que ça fait partie de la philosophie à laquelle moi je crois que j'adhère pas, mais comme je l'ai dit, que je connais des gens et je suis certain qu'on a des gens qui nous écoutent qui adhèrent à cette philosophie-là et qui seraient plus qu'heureux de payer légèrement plus cher à la pompe pour avoir l'expérience de conduite qui, je l'admets, est assez unique là en son genre pour un prix qui est pas mal moins cher que les BMW qui partagent ce plaisir de conduite-là et ce dynamisme. Donc, écoute, ça reste cher, surtout la version que moi j'avais, mais la version All-4, d'ailleurs parlant des noms, là, ils sont toutes traction intégrale, vous l'aurez compris avec le All-4, mais ça vaut quand même la peine de le mentionner, ça aide beaucoup à la stabilité, mais la version de base, là, du moins pour l'année 2023, était à 37 990 avec encore une fois 2135 là, de frais, donc on peut quand même se procurer ça à un prix raisonnable, ou du moins une fraction du prix qu'on pourrait payer pour une BMW qui va nous offrir une expérience qui, comme je le disais, m'a rappelé la même sensation de go-kart, je le répète. Effectivement. Ben, c'est bien. Écoute, parlant d'électrification et d'hybrides branchables, moi, je voulais te parler de GM. Et tu excuseras mon mot de poche, mon jeu de mots poche un peu en entrée de jeu quand j'ai parlé d'une volte-face. Parce Oh, que, je l'avais même pas compris. eh oui, que veux-tu, je suis plate de même. Ouais, Euh, c'était de trop haut niveau, là, je suis désolé. c'est ça, exactement. Je sais que mon humour n'atteint pas tout le monde. Euh, Et c'est une bonne nouvelle, me diras-tu. Mais, euh, écoute, c'est que chez GM, la Big Boss Mary Barra a annoncé, a dit ouvertement au cours des derniers jours que la compagnie était pour retourner vers les hybrides branchables. On se rappelle que jusqu'en 2019, ils ont fabriqué la Volt, d'où mon jeu de mots poche, qui était extrêmement populaire et qui était même la voiture électrique la plus vendue au Canada à ce moment-là. Et soudainement, GM a décidé d'abandonner ce véhicule-là, de le remplacer par la Bolt, qui était 100% électrique. Leur excuse, c'était qu'il n'y avait pas les capacités de batterie suffisantes pour produire les deux modèles. Actuellement, GM a de la misère à vraiment sortir ces modèles électriques. Hein, on le sait, ils ont reporté le Silverado, ils ont reporté l'Equinox, le Blazer, je ne sais pas si tu en as vu, mais si oui, achète-toi un billet de loterie parce que il n'y en a vraiment pas beaucoup. Même chose du côté des Cadillac Lyric, on en rencontre de temps en temps, mais il y en a comme 200 qui ont été vendus au Québec, tout simplement. Donc, il n'y a à peu près pas de véhicules électriques GM sur la route actuellement et on sait que la Bolt, c'est terminé. Donc, ça devenait un peu problématique. Bon, GM nous dit que c'est à cause de certains sous-traitants qui ne fournissaient pas. Bon, c'est possible, là. Je ne suis pas dans les secrets des yeux. Mais ce qu'on sait, cependant, c'est qu'ils sont en retard. Ils ne sont pas capables de livrer les machines qu'ils avaient prévues. On dit que chez Buick et chez Cadillac, on va continuer de respecter la règle qu'on s'était donnée d'aller à 100% électrique d'ici 2030. Ça va. C'est Chevrolet qui va changer pas mal. Et
moi, je gagerais bien un vieux 2 piastres qu'en fait, c'est une excuse pour nous sortir une camionnette hybride branchable. Et là, je m'explique. Tu sais qu'on a reporté le Silverado électrique, je viens de le dire. Et je sais que tu sais très bien que Ram nous a présenté le Ram Charger, qui lui va être un hybride branchable, Mhm. probablement pas mal moins cher que le Ford Lightning, donc pas mal plus abordable et qui devrait répondre aux questions. Et que, honnêtement, la seule annonce de ça a plu à tout le monde. Tout le monde a dit waouh, c'est une idée brillante. Et tout d'un coup, au moment où GM n'est pas capable de sortir sa camionnette électrique, on annonce le retour d'une philosophie hybride branchable. Alors, ce ne serait pas étonnant de voir apparaître effectivement une camionnette branchée partiellement du côté de chez GM. Il y aura possiblement d'autres véhicules. C'est, oui, un espèce de pas en arrière, mais il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, actuellement, les voitures électriques, ça ne se vend pas aussi bien qu'on voudrait bien le dire. Il y a de plus en plus d'inventaire dans les cours des concessionnaires. Les manufacturiers ne sont pas capables de tout écouler. Alors, je pense qu'on cherche des façons d'abaisser le prix de vente des véhicules et que ça en pourrait être une belle façon. Donc, attendez-vous à voir apparaître au cours des prochains mois des annonces faites par GM avec des hybrides branchables qui pourraient être très intéressants et possiblement pas mal plus abordables aussi en termes de prix. Mais ouais, j'avais pas nécessairement prévu d'en parler, mais ce que tu dis, ça me rappelle ce qu'on a parlé pas plus tard que tout à l'heure, qui était une enquête là, qui a été faite à la fin milieu de 2023 par Cars.com, entre autres, où ce qu'on voyait, c'est qu'aux États-Unis, notamment, la moitié des gens avaient un budget qui allait jusqu'à 30 000 américains. Là, j'avais pas prévu de le faire, donc j'ai pas l'article devant les yeux, là, ne me citez pas, mais quelque chose comme 40 000 canadiens, là, la moitié des répondants avaient un budget maximal de 30 000 US, 40 000 canadiens. Et ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait seulement 12% des modèles disponibles sur le marché qui étaient dans cette gamme de prix-là, donc pratiquement rien. Et dans les modèles électriques, encore moins, surtout dans des endroits où il n'y a pas les rabais gouvernementaux. Et ce qu'on se rendait compte, c'est que c'était pas nécessairement l'intérêt dans l'absolu qui était pas là, mais simplement pas l'intérêt dans les circonstances présentes, c'est-à-dire on n'est pas prêt à mettre cet argent-là dans un monde où la transaction moyenne là, s'élevait à peu près 60 000 canadiens, qu'on disait, là, la transaction moyenne de voiture neuve, on n'est pas prêt à mettre ce genre d'argent-là pour aller s'acheter quelque chose où on n'est pas certain de comment on va pouvoir s'adapter avec ce mode de vie-là. On n'est pas certain, on l'a jamais eu, on n'a jamais conduit. Donc, écoute, moi, je le comprends parfaitement d'un côté consommateur, mais je le comprends pas nécessairement d'un côté politique, je le comprends pas nécessairement d'un côté, disons, macroéconomie, mais je le comprends du côté consommateur, définitivement, monsieur, madame, tout le monde, là. Mais moi, je voulais quand même te parler d'un autre aspect qui peut peut-être euh, remonter le moral hein, par rapport aux voitures électriques. Ça, j'ai lu ça sur le guide de l'auto. Je vais leur donner la source. Ça vient pas directement d'eux, ça vient de l'Agence américaine de la protection de l'environnement, mais c'est quand même le guide de l'auto qui m'a donné l'idée de vous en parler. C'est à propos de la moyenne de l'autonomie des véhicules électriques en 2024. T'as-tu une idée du chiffre à peu près là, en termes de kilomètres? Oh, je te dirais 400 kilomètres. Eh bien, c'est un peu plus que ça, c'est 435 kilomètres, ce qui est quand même Wow! une vingtaine de kilomètres de plus que l'an passé où on était à 414. Puis il y a 10 ans, c'était combien selon toi? Oh, ça devait être 160? 132. Parce qu'il y a 10 ans, 132. c'était la Leaf, tu avais la IMIEV, qui étaient les gros véhicules électriques les plus connus et les plus vendus. On sait que la Mitsubishi IMIEV, c'était littéralement un kart de golf autorisé pour la route. Euh, donc, ça m'étonne même qu'on soit allé jusqu'à 132 à peine y passer. Mais c'est sûr aussi que on a des véhicules hein, qui donnent. Bon, d'un côté, on a le MX-30 hein, qui a 160 km, qui fait un peu baisser la moyenne, mais on a des véhicules aussi qui commencent à avoir des extrêmement grandes autonomies. L'exemple donné dans l'article, là, c'est 830 km pour la Lucid Air version Grand Touring.
C'est absolument fou. C'est n'importe quoi, mais même des véhicules qui sont peut-être un peu plus abordables, il y a Nexus hein, qu'on a essayé ensemble, ça vaut la peine de le mentionner. On a cette volonté-là d'augmenter l'autonomie. Puis, la comparaison qu'on fait, c'est le trajet Montréal-Rivière-du-Loup ou Québec-Ottawa. Hein? Donc, bien OK. sûr, on parle de dans le meilleur des mondes, là, mais 435 km, là, je connais pas grand monde qui font Montréal-Rivière-du-Loup sans s'arrêter au moins quelques heures à une borne rapide ou la nuit à une borne de niveau 2, disons, au moins une fois, là. Ouais, non, c'est sûr que effectivement, on peut s'arrêter quelque part assez facilement. Le problème, en fait, c'est quand tu fais des allers-retours sur des distances plus courtes. Et je vais te donner un exemple que je vis régulièrement quand je vais tourner virage à Québec. Je pars de chez moi sur la rive sud de Montréal. Je dois me rendre à Québec et revenir. Or, à l'endroit où s'effectue le tournage, on n'a pas de borne ni de niveau 2 et encore moins de niveau 3. Ce qui fait que je me ramasse régulièrement à devoir m'arrêter sur le chemin du retour pour aller mettre un peu d'énergie pour être capable de me rendre. Euh, et là, ben, normalement, je ne m'arrêterais pas avec une voiture à essence parce que c'est 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Puis comme j'ai fait une pause entre les deux, je ne le ferai pas. Mais malheureusement, ben, dans ce cas-ci, je suis souvent obligé de le faire. Mhm. Puis on pourrait dire même que ça t'incite, c'est mauvais pour la santé, hein, parce que c'est fou, c'est toujours à côté d'un McDo ou d'un Tim Hortons, ces maudites bornes-là, hein. C'est vrai. Écoute, cette semaine, je suis allé et j'ai vécu l'expérience et je me suis arrêté puis j'ai fini par manger du poulet. Ben, je dis ça d'expérience, hein, je dis ça d'expérience. Ça ou aller magasiner, nous, c'est notre classique, là, aller magasiner avec l'auto pour pouvoir aller à la borne, surtout la borne rapide, qui se trouve souvent, ben, dans notre coin à Montréal, là, à être en plein milieu des espaces plus commerciaux, là. Donc, oui, Ouais. c'est vrai. C'est pas nécessairement bon au niveau consommation, mais au moins, on peut dire que c'est moins cher qu'à la pompe. Mais on parlait d'hybride branchable. Moi, personnellement, j'admets que jusqu'à date, j'ai été beaucoup plus satisfait des véhicules électriques et de leur autonomie de 400 quelques kilomètres là, que j'ai pu faire l'essai que des hybrides branchables qui, au bout du compte, euh, ont été peut-être légèrement, ont eu une moins grande consommation, peut-être que leur version complètement à essence, mais je te donne l'exemple là, du Ford Escape que j'ai eu récemment, je l'ai branché tout l'après-midi, je me suis ramassé avec 30 km d'autonomie, là. Ouais. Je l'ai fait en quelques dizaines de minutes, puis après ça, j'étais de retour à la consommation presque normale, là. Oui, mais t'es pas la cliente. Mais pas vrai. Le problème que tu as, en fait, toi, c'est que tu n'as pas de borne à la maison, puis aucun espoir d'en avoir une. OK? Donc, pour toi, aller charger un hybride branchable, c'est un long détour et que tu ne feras pas de façon sporadique. Moi, quand j'arrive à la maison, je branche l'auto. Donc, quand j'ai un hybride branchable, je suis presque toujours à 100% de la capacité électrique. Donc, si j'ai à faire 30 km dans ma journée, je la rebranche. Je la branche pour l'après-midi. Le soir, je vais souper. Je suis encore en mode électrique. Donc, je finis par abaisser ma moyenne parce que je suis en mesure de le faire. Mais justement, toi, tu n'es pas cette clientèle-là. Toi, ça te prend vraiment. C'est pour toi, aller brancher un véhicule électrique, c'est un geste réfléchi qui te demande. Exact. Moi, c'est comme d'aller jeter un papier au recyclage. Je veux dire, je sors dehors, je le branche, c'est fini, ça prend 3 secondes. Alors, évidemment, c'est pour ça que peut-être la nuance est moins bonne. Mais tu sais, moi, j'ai fait des hybrides branchables qui avaient 75 km d'autonomie. Puis quand on va changer de voiture les lundis à Montréal, ben pour moi, c'est 77 km de me rendre sur place. Fait que je me rendais là-bas, puis j'avais pas besoin de rajouter d'essence parce que je l'avais branché toute la nuit, tu sais. Donc, il y a moyen d'en profiter, mais ça te prend, comme n'importe quelle voiture électrique d'ailleurs, et c'est probablement là. C'est pour ça qu'il y a tant d'hésitation. C'est que ça ne peut pas s'appliquer à tout. Tu sais, là, le véhicule à essence, on est tous égaux. Il n'y a personne qui a de pompe à essence dans sa cour. On s'arrête tous dans une station-service. Donc, on a tous la même façon de planifier nos trajets avec un véhicule à essence. Dans le cas d'un véhicule électrique, tu ne peux pas le faire de la même façon parce que ça prend des heures à recharger sur un niveau 2. Mais si tu n'en as pas de niveau 2 chez vous, puis il faut peut-être te brancher à 800, 900 ou 1000 mètres de chez toi, ben c'est un geste différent qui est là pour des heures. Même chose au niveau même de la recharge rapide. C'est une Mhm. demi-heure, 45 minutes.
tu n'as pas le choix de le faire. Donc, c'est une autre façon de penser qui ne s'applique pas à tout le monde, encore. On va souhaiter que que ça change, mais pour le moment, on n'est pas encore rendu au niveau où tout le monde peut remplacer son véhicule et ses habitudes avec un véhicule électrique. Ben, c'est effectivement la conclusion que j'en tire moi-même. Hein. Je suis très conscient que c'est à propos de mon propre mode de vie. Puis, je lisais encore une fois dans ce même article, on parle de 90% des conducteurs qui font moins de 100 km par jour. Donc, je pense que c'est vraiment selon les habitudes des gens, parce que clairement que si on fait partie des 10% des conducteurs qui font plus que 100 km tous les jours, ben là, peut-être qu'on voudra pas aller se brancher constamment, là. Donc, écoute, je suis pas non plus zélé, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir que ça prouve que ma vie est légèrement plus urbaine, bien que je me déplace souvent vers chez toi, évidemment. Euh, donc, ma vie est un peu plus urbaine est pas mal plus appropriée pour une électrique, mais on en reparlera bientôt parce que, pas plus tard que la semaine prochaine, je vais faire l'essai du Mitsubishi Outlander. Hein? Donc, chez Oui. Mitsubishi, c'est là-dessus qu'on mise énormément aussi, hybride branchable. Donc, c'est clair qu'au prochain épisode, là, on va encore en reparler de cette affaire-là hybride branchable. C'est sûr. Juste, je n'étais pas supposé d'en parler, mais je vais quand même en glisser un mot. On parle beaucoup là, de où on s'en va avec les hybrides et les électriques au Québec. On sait qu'on veut atteindre un certain nombre de véhicules en 2030 et un autre nombre en 2035. Je vous invite à aller lire un article d'une de nos collègues qui s'appelle Nadine Filion. Nadine est une journaliste chevronnée qui aime beaucoup faire des recherches un peu particulières. Elle écrit pour le site driving.ca. Oui, c'est vrai, c'est un site en anglais, mais elle publie ses articles en français. Allez voir cet article-là. Ça dit le Québec ne sait pas combien il y a de voitures électriques sur sa route. Elle a fait sortir la liste complète des voitures immatriculées au Québec. Un fichier de 250 000 voitures, Wow! entre autres. C'est un fichier Excel qu'elle a complètement nettoyé. Ça lui a pris une vingtaine d'heures pour nettoyer ça. Et elle s'est aperçue que le gouvernement était tout mêlé, avait aucune idée quant aux chiffres réels. Ils ont même trouvé des véhicules identifiés comme électriques, immatriculés comme électriques, qui n'existent pas. Un Jeep Compass électrique, par exemple, ou un Honda électrique, alors qu'on sait qu'ils ne sont pas encore arrivés. Donc, allez lire cet article-là sur driving.ca. C'est un travail de recherche que Nadine a fait, qui est, ma foi, plutôt bien fait et qui va vous questionner un peu. Tu sais, quand on parle du fameux système SACLIC de la SAAQ au Québec qui a eu des problèmes, là, ben, ça en est l'exemple le plus frappant. Je vais essayer de mettre le lien sur notre page Facebook. Vous pourrez aller le lire. Quoique je ne peux pas sur Facebook, malheureusement. On ne peut plus mettre de lien de nouvelles sur Facebook, malheureusement. Mais honnêtement, faites une petite recherche. Nadine Filion, driving.ca et les voitures électriques sur les routes du Québec. Vous allez voir, c'est complètement fou. C'est très Voilà. intéressant tout ça, hein, et peut-être un peu épeurant au bout du compte, surtout quand on considère les décisions qui sont prises basées sur ces chiffres-là. Hein? Effectivement, c'est que c'est là que ça devient problématique parce que tu dis, on parle de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi on parle et on ne sait pas combien il y en a. Fait que c'est assez particulier comme analyse, mais je vous le dis, elle a vraiment fait tout un travail de recherche. Ça vaut la peine d'être lu. Voilà. Alors, mon cher Eh William, bien, toi et tes grandes nouvelles, je suis persuadé que tu vas encore nous livrer une actualité remplie de surprises. oui, mais après ça, j'ai quand même un dossier là, journalistique très intense, pas vraiment, que j'ai hâte de vous livrer. Mais effectivement, j'ai une petite nouvelle avant ça qui va te faire plaisir. On parle encore de GM. GM a une usine à Flint, peut-être une ville qui est pas connue pour les bonnes raisons nécessairement, hein, si on écoutait les nouvelles dans les dernières années, mais qui, malgré tout, est une ville très importante dans le coin de Détroit pour le monde automobile. Et c'est entre autres là qu'on construit le Chevrolet Silverado et le Sierra. Donc, c'est OK. des véhicules qui sont assez importants hein, du côté de GM. Et là, récemment, les fans de football le sauront, l'équipe de Détroit, les Lions de Détroit, étaient pratiquement le plus loin qu'ils avaient jamais été en série depuis quoi, 70 ans, depuis avant ta naissance, genre, là. Oui, oui, oui. Ben, en fait, ils n'ont jamais gagné 2 matchs en série. Pas compliqué, jamais de leur histoire.
Ben, c'était la première fois qu'il allait jusqu'au championnat depuis 1992, si je peux me fier à ce que j'ai devant les yeux. Donc, quand même pas mal avant ma naissance. Et ça, on parle juste du championnat, encore moins de se rendre où il était. Donc, c'était une grosse histoire. Hein? Et il Oui. jouait contre ton équipe fétiche, hein? Les Les 49ers 49ers. de San Francisco. Donc, c'est ton équipe fétiche. Ouais. Et tu seras heureux. Ben, en fait, non, c'est triste parce qu'au bout du compte, les Lions, ils ont perdu, là. Mais GM a donné congé à ses employés pour qu'ils puissent écouter la game. Mais ça, c'est gentil. Ça, je trouve que c'est une bonne chose, au moins, d'appuyer ton équipe locale. Ben, c'est juste un petit moment de congé, là, un petit moment de répit. On parle de shifter là, les différents corps de travail. Shifter, hein, moi aussi je suis capable de faire des jeux de mots. Shifter des corps de travail. Tout ça pour dire, tout ça pour dire, on a déplacé des corps de travail pour qu'ils soient capables de regarder, là, du moins la fin de la game. Donc, écoute, c'est quand même gentil de la part de GM, en effet. Mais bon, comme le dit un des commentaires, il aurait dû donner congé le lendemain plutôt parce que j'aimerais pas ça être au volant d'un Silverado qui a été construit après le lendemain de cette défaite-là. Effectivement. Et rassurez-vous, si vous restez à Montréal, c'est pas cette année que vous allez avoir un congé pour les séries avec les Canadiens. Bon. J'en ai une autre aussi. Oui. C'est au Royaume-Uni. Volkswagen a fait un sondage pour savoir comment ils allaient nommer leur nouvelle couleur, qui est un jaune, ma foi, pétant, OK. fluo, OK. pourrait-on dire. Et le choix qui a gagné le sondage, c'est Rubber Ducky. Donc, canard en caoutchouc. Ben, c'est une excellente nouvelle, je trouve. Ça, écoute, j'ai pas vu la couleur, là, mais dans Je ma vais tête, je t'envoyer la vois tout de ça. suite. Exactement, je vais te l'envoyer maintenant et tu me diras si ça correspond à peu près à ce que tu avais en tête. Parce que moi, oui, on aurait pu l'appeler botte de pluie, peut-être. Ouais. Ouais, c'est imperméable, là, tu sais, Oui, ça. mais j'aime bien Robert Ducky, là. Je trouve que c'est effectivement une bonne. Alors, Une- voilà, sur la Volkswagen T-Cross, donc qui n'est pas un modèle qu'on a chez nous, là, mais il Hi, va mais au Royaume-Uni. ouais, je vais dire comme toi, hein, c'est Robert Ducky pas mal, hein. Ah oui, c'est très Rubber Ducky, là. Il manque vraiment juste les yeux peints en noir, là, en avant, avec les phares, là, puis on est vraiment dans le Rubber Ducky, là. Mais j'ai trouvé ça bien drôle. Peut-être qu'un jour, nous-mêmes, on pourra s'acheter une Volkswagen couleur petit canard en caoutchouc. J'ai hâte de voir comment ils vont le traduire ici au Québec. Effectivement. Alors, sors-nous ton grand dossier journalistique, William. Oui. Et là, ça, c'est inspiré de Motor One, cette fois-ci, qui s'est eux-mêmes inspiré d'une autre vidéo par un certain Jaka Parker, qui se serait enfui de la Corée du Nord. En tout cas, je t'épargne les détails. Tout ça pour dire, c'est une vidéo qui est récemment sortie, qui date peut-être d'il y a quelques années, mais qui nous montre les rues de Pyongyang dans lesquelles on peut voir des Mercedes, on peut voir des Toyota, dont un Toyota Highlander, on peut voir un Lexus LX, on peut voir un Audi Q7, entre autres, un Audi Q7 américain même. Donc, on peut voir pas mal de véhicules, dans le fond, En que Corée du Nord. en Corée du Nord, à Pyongyang, bon, écoute, tu me diras, il y a comme 4 chars sur la route, là, tout le monde est à vélo ou à pied. La majorité des gens se déplacent à vélo ou à pied en Corée du Nord, il faut le dire. Mais ça me fait dire, ben, mon Dieu, il y a des chars qui se vendent en Corée du Nord, hein? Oui, mais je pensais pas non plus, là. Je pensais même pas qu'il y avait une économie automobile là, en Corée du Nord. Eh bien, techniquement, il n'y en a pas. C'est ça qui est le plus surprenant parce que, ben, écoute, tu te douteras que la Corée du Nord fait pas partie de l'organisation internationale des constructeurs automobiles, fait pas partie des comités des Nations Unies, des choses comme ça. La majorité des véhicules qui sont produits directement à Corée du Nord, c'est pour l'armée. Hein? Tu t'en Ouais, douteras. on s'en doutait un peu, effectivement, là. On parle de 40 à 50 000 véhicules quand même par année que la Corée du Nord pourrait produire. On n'a pas les chiffres exacts, hein? C'est sûr, c'est la Corée du Nord, mais 40 à 50 000 véhicules qui seraient produits par année en tout. Hein? Et d'après toi, là-dessus, il y a une seule compagnie qui est vraiment
les véhicules là, pour le grand public qui s'appelle Pyeonghwa Motors. Donc, ça veut dire la paix en coréen. Et ils ont des modèles qui, bon, on va se le dire, volent un peu les designs d'autres constructeurs, surtout asiatiques, là, mais ça, on va se taire là-dessus. Mais d'après toi, sur les 40 à 50 000, combien là-dessus aurait été produit pour le grand public, selon toi? Je te parle de l'année 2003 à peu près, là. Sur les 40 à 50 000 véhicules? Oui. Combien aurait été Euh, produit pour le grand public, pour les particuliers? Bah, je dirais la moitié, 25 000. J'ai 314 ici comme chiffre. 314. Alors, l'usine en elle-même est capable de produire jusqu'à 10 000 voitures par année, mais le marché est tellement petit qu'au bout du compte, on vend pas beaucoup on vend pas énormément de véhicules là-bas. Et qui plus est, Pyeonghwa a été fondé par ce qui s'appelle le Unification Church. Je sais pas si tu sais c'est quoi, aussi connu sous le nom des Moonies. Tu sais, l'espèce de secte coréenne Ben oui. dont récemment le premier ministre japonais a été assassiné à cause de ses liens avec cette secte-là. C'est eux autres qui ont fondé la compagnie automobile Pyeonghwa. Donc, c'est un peu étrange, là. Tout ça, c'est pour ça que je décide de vous en parler. Ça n'a aucun rapport avec le Canada. C'est certain qu'on n'aura jamais chez nous la bonne dizaine de modèles qui sont produits, là, en ce moment. Entre autres, la Pyeonghwa Zunma. Hein? Ben oui. Il y a aussi le VUS, le Pronto. Il y a le VUS, le Pokkugi. Désolé, mon coréen est pas mal moins bon que mon japonais, et ça, c'est pas des blagues. Mais en gros, c'est des VUS très, très standards. Mais comment est-ce qu'on se ramasse avec des Mercedes? C'est là que je me suis posé la question, parce que, officiellement, c'est supposé être Pyeonghwa uniquement qui produit les véhicules. Ben oui. Mais ils en ont produit 315. Donc, où est-ce qu'on a tous ces Audi Q7? Certainement pas de la Corée du Nord. Et on n'a même pas le droit d'en importer en Corée du Nord de ces véhicules-là. Il y a des sanctions des Nations Unies sur les produits de luxe. Donc, on n'a même pas le droit d'en importer. Et c'est un gros problème, entre autres spécifiquement pour Mercedes, parce que apparemment que la dynastie Kim aimerait beaucoup les Mercedes. Donc, OK. Kim Jong-un lui-même se promène en Maybach, Oh, rien de moins, ni hein? plus ni moins. Oui, exactement. Et Le apparemment leader du peuple. Oui, exactement, exactement. Je suis certain que tout le monde a à peu près sa Maybach, là, en Corée du Nord. Mhm. C'est lui qui a eu l'idée aussi de la Maybach, hein? C'est lui qui l'a tout désigné, qui l'a fait lui-même, hein? C'est ce qu'on nous dit, du moins, selon les sources officielles de Corée. Non, je fais des blagues. Mais tout ça pour dire qu'il l'aurait apparemment amené avec lui en Russie. Donc, c'est vraiment un grand fan. Il voulait la montrer à son bon ami Vladimir. Et un de ses cadeaux qu'il ferait à ses top dirigeants, généraux, tout ça, ce serait des Mercedes classe S. Oh, quand même! Donc, on Hein? parle d'un char à 145 000, là. Ben oui. C'est un cadeau intéressant quand tu deviens ministre, quand même, là. Ben oui, Mais encore une fois, je m'excuse, ça soulève toujours la question. Ils viennent de où? Ben, on le sait pas vraiment. Sûrement des pays voisins. On parle de la Chine principalement. Mais pour te donner une idée, récemment, donc en décembre dernier, oui, c'est ça, donc décembre 2023, là, si je me fie à l'article que j'ai devant les yeux, il y aurait un concessionnaire à Chiba, donc en banlieue de Tokyo, là, à peu près 30 km à l'extérieur de Tokyo, qui aurait été arrêté et fouillé parce que il ferait l'importation de Lexus, entre autres un modèle de Lexus qui valait à peu près 70 000 US, on ne dit pas le modèle précis, à travers le Bangladesh. Donc, ce serait apparemment ça, des concessionnaires peu scrupuleux à travers le monde qui feraient des affaires avec des pays voisins qui sont semi-amis avec la Corée du Nord, donc Bangladesh, Chine et sûrement autres, et
font passer ça, parce que bien sûr, la seule frontière terrestre est avec la Chine, mais il y a des ports qui existent et tout ça, donc on sait pas exactement, évidemment, sinon sûrement que, sûrement que beaucoup de pays auraient tenté de l'arrêter, et sûrement Mercedes eux-mêmes collaborent avec les Nations Unies pour tenter de l'arrêter, mais sont pas vraiment capables. Donc, c'est quand même intéressant de savoir qu'on a à peu près 800 cas recensés au minimum de voitures de luxe qui ont été envoyées en Corée du Nord, donc depuis l'Allemagne, depuis les Pays-Bas, depuis la Thaïlande, à travers la Chine, à travers le Japon, à travers la Corée du Nord, à travers la Russie, donc tous les pays qui sont dans ce coin-là finalement, et depuis tous les pays du monde. Donc, je sais pas à quel point c'est un problème, mais il a réussi à se pogner de mes bacs, puis je suis un peu jaloux. Ouf, deviens dictateur d'un pays comme ça se peut que t'en aies une aussi, là, mais je suis Ah! pas sûr que ça fasse partie de tes ambitions. Non, c'est correct, c'est correct. On parlera pas politique sur le podcast. C'est pas le On est, but. on est mieux pas. Alors, sur ces notes tout à fait joyeuses, on va mettre fin à cet épisode de Gotchard. On vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, bien sûr, Spotify, Apple, et il y a maintenant Google Podcast qui a transféré la plupart de ses podcasts sur sa plateforme YouTube. Donc, à partir de YouTube Gotchard, vous allez retrouver tous nos épisodes, bien sûr, sans voir notre joli visage, parce que pour le moment, on n'a pas fait de vidéo, mais on commence à y penser sérieusement. C'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, dans les prochains jours, notre compte Instagram, Gotchard, devrait se lancer. Donc ça, on va en parler bien sûr sur notre page Facebook. Il va y avoir des petits changements sur notre page Facebook aussi là, dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc vraiment restez à l'affût de ça parce que j'ai bien hâte là, de vous montrer ce sur quoi on travaille depuis les quelques dernières semaines et même derniers mois. Effectivement. Alors, évidemment, on vous invite à nous laisser des commentaires si vous en avez. On apprécie toujours. Bien sûr, mettez-nous des petites étoiles si que vous aimiez ou pas. Ça nous fait aussi plaisir. Sinon, vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, sur la page Facebook Gotchard Podcast ou gotchard.podcast@gmail.com. C'est l'adresse courriel pour nous faire parvenir vos questions si jamais vous en avez. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Alors, sur ce, mon cher William, je vais laisser préparer ta révolution et ta dictature et on va se dire au prochain épisode. Salut, bonne route. Comme tu me connais, c'est justement ce que je vais faire. À la prochaine. Bye bye. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.